Cours d'histoire. On retrouve Christophe Dickès. Chers amis, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce. Alors vous le savez, ce podcast vous est offert par le magazine Histoire et Civilisation et comme tout ce qui est offert est gratuit, vous pouvez donc l'écouter librement. Cependant, derrière ce podcast, il y a des professionnels, webmasters, journalistes, correcteurs, etc. Et nous ne pourrons continuer cette aventure que si vous nous soutenez, non pas notre association, mais cette équipe de professionnels avec qui je travaille chaque semaine. Alors comment nous soutenir ? C'est très simple. Rendez-vous chez votre marchand de journaux, achetez Histoire et Civilisation, ou mieux, rendez-vous sur le site histoireetcivilisation.com afin de vous abonner d'avance. Merci. Olivier Viavorka, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Faut-il vous présenter ? Vous êtes professeur à l'École normale supérieure de Paris-Saclay, grand spécialiste de la résistance. Je vous ai d'ailleurs déjà reçu afin de faire 3 cours d'histoire sur la résistance que nos auditeurs peuvent retrouver dans nos archives. Et vous venez de publier chez Perrin une histoire monumentale, une histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, un ouvrage bien évidemment qui fera date. Pourquoi cette histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, Olivier Viavorka ? Alors l'idée est venue des éditions Perrin, ce n'est pas moi qui ai en fait initié le projet, mais j'y ai très vite adhéré, tout simplement parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'histoire globale de la Seconde Guerre mondiale. En fait, on a des histoires très souvent militaires, qui sont des classiques. Je pense par exemple à la très belle histoire de Basil Lidl-Hart. On a aussi des livres qui tiennent plus du manuel. Mais en France, au fond, il n'y avait pas de très grande synthèse sur la Seconde Guerre mondiale. Et de mon point de vue, c'était dommage. Dommage d'autant plus que Grantin, l'Asie est très souvent ignorée. Et j'ai eu à cœur d'accorder au théâtre asiatique, enfin Asie-Pacifique, la part éminente qui lui est due, et que d'autre part, je pense que ce qui est intéressant dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est comment tout un ensemble de sphères, de domaines, eh bien au fond sont corrélés, fonctionnent ensemble. Il fallait lier la pluralité des paramètres ? Voilà, il fallait lier la pluralité des paramètres, comme vous le dites, à savoir l'économie, à savoir la Shoah, à savoir la manière de combattre, à savoir la stratégie. Donc j'espère bien entendu que les aficionados de l'histoire militaire ne seront pas déçus, mais il n'y a pas que de l'histoire militaire, il y a aussi de l'histoire économique, de l'histoire sociale, de l'histoire culturelle, ce qui me paraît extrêmement important pour comprendre la Seconde Guerre mondiale, non seulement dans sa diversité, mais aussi dans sa complexité. On est vraiment surpris de voir qu'il existe encore de très très nombreuses légendes et de nombreux mythes autour de la Seconde Guerre mondiale. Oui, ce qu'il y a d'absolument incroyable, c'est au fond que les propagandes ont bien travaillé. Et les propagandes, eh bien, elles font encore sentir leurs effets bien après que les canons se sont tus. Dans les mythes les plus vivaces, l'idée que Rommel est un grand chef de guerre, l'idée que le Japon a capitulé à cause d'Hiroshima, l'idée au fond que telle bataille a été une bataille décisive. Alors on pourrait ici faire une liste, Midway, bataille décisive, Stalingrad, bataille décisive, bataille du Cap Bon en Tunisie, bataille décisive, mais on voit que toutes ces batailles décisives n'ont absolument pas abouti à un effondrement, contrairement par exemple à Waterloo. Là, au contraire, après Stalingrad, nous sommes en février 1943, eh bien il va falloir encore plus de 2 années pour que le Reich dépose les armes. Il faut presque 1 année après le débarquement en Normandie et le déclenchement de l'opération Bagration sur le front de l'Est pour que, au fond, l'Allemagne nazie capitule. Alors nous allons réaliser 3 émissions ensemble. Une première, celle d'aujourd'hui, qui sera consacrée aux causes de la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, nous allons être un peu provocateurs. Vous allez être un peu provocateurs puisque nous allons voir si la Seconde Guerre mondiale a eu lieu. Et enfin, nous allons entamer dans 2 semaines une émission consacrée à la société civile et à la Seconde Guerre mondiale. Alors, donc, entamons aujourd'hui les causes
causes de la Seconde Guerre mondiale. Dès les premières lignes de votre ouvrage, vous revenez sur la fameuse thèse de Taylor qui remettait en cause la responsabilité unique d'Hitler. Au fond, la thèse que défend cet historien britannique, qui est un historien extrêmement sérieux, on n'est pas du tout dans une histoire, provocatrice ou une histoire du dimanche. Cet historien très sérieux disait qu'au fond, cette Seconde Guerre mondiale résultait de malentendus. Et que si on avait essayé de mieux comprendre Adolf Hitler, on aurait pu au fond dégager un terrain d'entente et la Seconde Guerre mondiale n'aurait pas éclaté. Cette thèse n'a reçu absolument aucun écho, sinon, je crois, un silence poli de la part des collègues, tant les responsabilités d'Adolf Hitler et, il faut le dire aussi, de l'Allemagne apparaissent écrasantes. Ce que je veux dire en d'autres termes, c'est que il y a tout un débat autour des causes de la Première Guerre mondiale. Un débat qui souligne l'aveuglement, le poids des alliances, les causes profondes et les causes immédiates, et qui au fond tend un peu à pondérer les responsabilités qui, je le rappelle, avaient été très fortement mises sur le dos de l'Allemagne par l'article 231 du traité de Versailles. Là, en revanche, me semble-t-il, dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a absolument aucun doute. L'Allemagne nazie et Adolf Hitler sont les responsables de l'embrasement en Europe. Les militaires japonais sont les responsables de l'embrasement en Asie. La Seconde Guerre mondiale, aurait-elle pu être évitée ? Voilà un sujet d'Uchronie qui n'est pas sans intérêt. Peut-être, mais, et c'est là où Taylor nous invite à réfléchir, il faudrait, ou il aurait fallu, comprendre les rationalités de l'autre. Or, on voit ici qu'il y a des rationalités. Ce que je veux dire, tout simplement, c'est que Hitler n'est pas fou. Hitler ne mord pas la moquette quand il est mécontent. Voilà, donc il raisonne. Les militaires japonais raisonnent. Mais comprendre la rationalité de l'autre est extrêmement compliqué. Et de ce point de vue, ce que l'on peut dire, c'est que tout un ensemble de décisions ont été contre-productives parce que la rationalité de l'autre n'était pas comprise. Je vais donner un exemple. Le fait, par exemple, de garantir l'indépendance de la Pologne, ce que la France et la Grande-Bretagne promettent à Varsovie, va en fait précipiter la guerre, tout simplement parce que Staline va être furieux de cette mesure qu'il considère au fond comme un acte contre l'Union soviétique, un acte d'agression contre l'Union soviétique qui va le précipiter dans les bras d'Adolf Hitler, la signature du pacte germano-soviétique, donc le 23 août 1939. De même, ce qu'il y a de tout à fait intéressant, c'est que les sanctions américaines décidées pour faire plier le Japon vont avoir un effet contre-productif, tout simplement parce qu'elles prouvent aux yeux de l'état-major que, au fond, les États-Unis veulent étrangler le Japon. Et donc, ce qui est vécu du côté de Washington comme l'idée de mettre un coup d'arrêt à l'expansionnisme japonais est au contraire considéré comme un adjuvant, comme un aiguillon pour poursuivre cette guerre de conquête du côté japonais, du côté de Tokyo. Alors je vais revenir sur les causes, parce que j'entends ce que vous dites, mais je souhaiterais vraiment justement qu'on replace ce conflit dans ses origines. Est-ce qu'on doit penser les causes de ce conflit dans le traité de Versailles ? Vous le citiez, le fait que l'Allemagne est considéré avoir reçu un coup de poignard dans le dos. Est-ce qu'on doit penser ce conflit sur le temps long, comme le fera par exemple un général de Gaulle qui estimait, lui, que la guerre a été une forme de guerre de 30 ans ? Alors, de mon point de vue, le traité de Versailles, bien entendu, va créer des injustices, va créer du ressentiment. Ce qu'il y a d'intéressant dans le traité de Versailles, et les traités annexes, traité de Trianon, traité de Sèvres, c'est que ces traités n'ont pas toujours créé de la frustration. Lorsque l'on voit, par exemple, la position de la Turquie va s'accommoder du traité de Versailles. Le traité de Versailles à l'égard de l'Allemagne n'est pas plus sévère que le traité de Francfort qui avait été imposé à la France vaincue en 1871. Bon, donc, ce traité de Versailles, bien entendu, a des aspects qui sont tout à fait contestables, mais ces aspects contestables ont été instrumentalisés
par un certain nombre de puissances pour précisément justifier leur expansionnisme, exploiter, instrumentaliser le ressentiment des populations, alors que, au fond, il aurait été possible de s'accommoder du traité de Versailles, à telle enseigne d'ailleurs que la question épineuse des réparations, eh bien, elle est quand même énormément amortie par l'aide que les Américains fournissent à l'Allemagne par les deux plans de 1924 et de 1929. Donc, de 1928. Donc, incontestablement, si vous voulez, ce traité de Versailles comporte des clauses qui peuvent irriter, qui peuvent susciter du ressentiment, mais dans le même temps, je crois qu'il est vain de faire de ce traité de Versailles le Deus ex machina de la Seconde Guerre mondiale. Alors, dans un autre registre, puisque nous avons évoqué la responsabilité d'Hitler qui était remise en cause par Taylor, est-ce qu'on peut établir une continuité entre Guillaume II et Hitler ? Alors, c'est bien dommage, ce que pensent beaucoup d'hommes politiques de l'époque. Au fond, Hitler n'est qu'un avatar de Guillaume II. Au fond, c'est un nouvel empereur. Au fond, il y a une nouveauté radicale dans le nazisme. Cette nouveauté radicale par rapport à Guillaume II, c'est quand même une composante raciale qui est fondamentale. On ne peut pas comprendre la Seconde Guerre mondiale sans comprendre la question que la race occupe dans l'idéologie nazie, mais même dans une certaine mesure dans l'idéologie militariste japonaise. Donc il y a cette question de race qui me paraît absolument fondamentale. Et l'autre élément qu'il faut souligner, c'est que cette guerre qui va être déclenchée par le régime nazi, eh bien, s'inscrit aussi dans un paradigme totalitaire. Le régime impérial allemand n'est pas un régime totalitaire. Le régime nazi est un régime totalitaire. Et du coup, le totalitarisme nazi va modeler, au fond, aussi la manière dont la Seconde Guerre mondiale est menée. Est-ce que dans les causes, on peut dire que la peur d'engager le fer, le pacifisme de l'Angleterre et de la France, voire la naïveté domine ? Alors, on peut le souligner, mais j'avoue que depuis la guerre en Ukraine, je pense qu'il faut être quand même moins sévère, non pas avec Chamberlain, qui est un être, donc qui est le Premier ministre britannique, qui est un être extrêmement arrogant, extrêmement fat, extrêmement prétentieux, mais pour Daladier. Daladier, au fond, quelles sont ses marges de manœuvre ? Il est clair que ni la population britannique, ni la population française ne veulent la guerre. Soulignons d'ailleurs que le peuple allemand ne la veut pas. Il pense en 1939 que cette guerre lui est imposée. Donc je ne dis pas que les Allemands ont raison, mais je dis que c'est la manière dont les Allemands, Nicolas Stargart, un historien britannique l'a montré, c'est la manière dont les Allemands le perçoivent. Donc nous avons des hommes politiques, Daladier et Chamberlain, qui ont une opinion publique qui n'est pas prête à la guerre, qui pensent qu'en donnant des morceaux de viande aux fauves, on peut l'apaiser, qui n'ont pas non plus un outil militaire performant. Donc, avec ces deux données absolument majeures, plus l'incompréhension profonde de ce qu'est le nazisme, avec ces trois paramètres, il est évident qu'on n'entre pas en guerre. Bon. Et de ce point de vue, je reviens sur la Crimée. Lorsque l'on a affirmé que l'annexion de la Crimée s'était déroulée dans un silence coupable, ce qui est vrai, mais est-ce que les Français, est-ce que les Britanniques, est-ce que les Américains étaient prêts à monter au front pour sauver la Crimée ? Voilà la question qui se pose donc il y a maintenant presque une vingtaine d'années, et voilà la question telle qu'elle se pose en 1939. Vous montrez que l'appeasement, qui est, j'allais dire, une des cartes jouée par Londres et Paris. Londres et Paris jouaient la carte, le binôme désarmement sécurité collective, appeasement, mais aussi une panoplie d'alliances. Vous montrez que l'appeasement ne possède pas la même signification des deux côtés de la Manche. Non, tout à fait. Du côté français, l'appeasement est une manière, au fond, de retarder les échéances et de pouvoir placer le pays en ordre de bataille. Et c'est l'idée de Daladier. On va gagner du temps, on va acheter du temps avec l'appeasement. Et de fait, il faut souligner que Daladier et son successeur, Paul Reynaud, vont mettre les bouchées doubles. Après, d'ailleurs, l'effort de réarmement, ce que l'on oublie trop souvent, entamé par Léon Blum en 1936. Côté britannique, au contraire, l'appeasement est sincère. C'est-à-dire que lorsqu'on demande à Chamberlain, mais au fond, pourquoi vous jouez cette carte ? Eh bien, il répond, parce que je veux la paix.
De toute façon, je crois que le problème est assez vite réglé, c'est que les démocraties veulent tout faire pour avoir la paix, et l'Allemagne veut tout faire pour avoir la guerre. Est-ce qu'on peut dire que en 1936, si les Français avaient réagi lors de la remilitarisation de la Rhénanie, faisant un peu d'Uchronie, est-ce que le sort aurait été différent ? Bien évidemment, si la France et la Grande-Bretagne étaient intervenues, d'une part, l'Allemagne n'avait absolument pas les moyens de riposter à une attaque française et britannique, mais il est clair également que le caractère un peu magique de la politique nazie, d'un régime qui réussit à endiguer le chômage, qui réussit également à réviser le traité de Versailles sans qu'aucun coup de canon ne soit tiré, eh bien il est clair que ce caractère un peu magique du régime nazi se serait dissipé. Donc oui, la Rhénanie a été une occasion manquée, mais je le répète, est-ce que Daladier était prêt à prendre le risque ? Est-ce que les responsables politiques de l'époque étaient prêts à prendre ce risque ? Non, ils étaient d'autant moins enclins à prendre ce risque. Il y avait des élections. Qu'il y avait des élections, et que, bien entendu, on n'engage pas un pays dans la guerre lorsqu'on est en fin de mandat. La France avait la supériorité militaire à l'époque. Parce que on se dit 1936-1939, ce sont 3 petites années. Quelle différence entre 1936 et 1939 ? Oui, vous avez raison. La France avait certainement la supériorité militaire en termes d'effectifs. Et l'Allemagne n'avait pas encore l'outil militaire dont elle disposera en 1939. J'ouvre d'ailleurs une parenthèse. Le calcul de Daladier n'était pas sans fondement, l'idée de gagner du temps pour réarmer, mais ce temps a été également instrumentalisé par Adolf Hitler pour parfaire, peaufiner son outil militaire. Donc l'appeasement a été aussi un élément positif pour le régime hitlérien. Alors, c'est une question que nous avions évoquée avec Mauricio de Serra dans sa biographie de Mussolini, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la France et l'Angleterre ont souhaité chercher un modus vivendi avec l'Italie fasciste. Oui, bien sûr, vous avez, et ceci inspire des pages extrêmement sévères dans les mémoires de Paul Reynaud, vous avez l'idée qu'on va pouvoir s'entendre avec l'Italie. Et vous avez ce mirage de l'alliance avec l'Italie. Ce n'est pas totalement absurde quand on regarde un petit peu le temps long. D'abord, l'Italie s'était rangée aux côtés de la France et du Royaume-Uni en 1915. Vous avez par ailleurs dans les cercles dirigeants une certaine francophilie ou une certaine anglophilie. Il faut se rappeler également que lorsque Hitler avait menacé de réaliser l'Anschluss, c'est-à-dire d'annexer l'Allemagne en menant un putsch contre le chancelier Dollfuss, Mussolini avait ostensiblement massé des divisions sur le col du Brenner. Donc vous avez cette opposition traditionnelle entre l'Italie d'une part et l'Allemagne de l'autre, d'autant que vous avez des intérêts divergents, notamment en Europe danubienne. L'Italie se prétend volontiers, pose volontiers en protectrice de ces pays, ce que l'Allemagne, bien entendu, récuse. En revanche, entre 1933-1934 d'une part et 1936-1937 de l'autre, eh bien de l'eau ont coulé sous les ponts du Tibre. En fait, ce qui s'est produit, c'est que, comme vous le savez, l'Italie a agressé l'Éthiopie et qu'elle a été sanctionnée à la fois par la Société des Nations, la SDN, et par la France et la Grande-Bretagne. Et à partir de ce moment-là, les ponts sont dans une certaine mesure coupés. Une entente aurait-elle été possible ? Peut-être, si vous aviez eu, au fond, un nouveau partage colonial. Si la France et le Royaume-Uni avaient accepté, au fond, sans doute, de partager une partie de la sphère méditerranéenne. Mais je crois que ni pour Londres, ni pour Paris, cette hypothèse était à l'ordre du jour. Et donc, l'entente n'était pas possible. Quand on voit les déboires qu'a apporté Mussolini, on peut peut-être se féliciter que l'Italie n'ait pas été alliée des démocraties. Mais ceci est une autre histoire. Alors, vous montrez bien, et cela fait partie un peu des mythes de cette puissance hitlérienne, Hitler, sur le plan diplomatique, n'est pas si bien placé que cela. Je ne vais pas dire qu'il est quasi seul, mais presque. Oui, vous avez raison, il est quasi seul. On a au fond une sorte de
French ou English bashing en disant regardez, ces diplomates sont nuls, ces diplomates ont été menés vraiment par le museau. Oui, bien évidemment. En revanche, il faut voir que l'Allemagne est très isolée sur le plan international. Sur qui peut-elle compter? L'Italie, mais c'est quand même pas un allié de premier plan. Le Japon, mais le Japon est très loin. Et il faut bien souligner que c'est une alliance de façade, car jamais, au fond, ni le Japon ni l'Allemagne ne vont mener la même guerre. La seule possibilité qui aurait été possible, qui eût été possible, eût été que le Japon attaque l'Union soviétique au moment où l'Allemagne nazie lance l'opération Barbarossa. Mais le Japon ne veut pas s'attaquer à l'ours russe, car il a eu quelques déboires dans les années 30. Il a mené deux attaques qui se sont soldées par de cuisants revers. Donc, au fond, qui défend l'Allemagne nazie? Qui est aux côtés de l'Allemagne nazie? Personne, avant l'Union soviétique, et certainement pas les États-Unis. Alors il y a cette alliance, enfin ce pacte germano-soviétique qui, au fond, est un pacte très rationnel, et cette rationalité a totalement échappé, là encore, à l'Angleterre et à la France. Oui. Ils n'imaginaient pas que de tels frères ennemis puissent s'entendre. Non, ce qui est assez amusant, puisque en fait, les diplomates vous expliquent qu'il faut mener la politique des intérêts, de l'intérêt de l'État qui est le vôtre. Donc, il faut avoir une approche pragmatique, une approche rationnelle. Donc, en fait, vous avez eu une forme d'aveuglement idéologique. On se disait que jamais la peste brune et la peste rouge ne pourraient s'allier. Et pourtant, c'est ce qu'il advint. Mais il faut souligner que les Britanniques et les Français ont été d'une maladresse insigne. Parce qu'au fond, ils veulent une alliance, mais une alliance grand 1 qui ne présente quasiment aucun intérêt pour Staline. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Et le second élément, c'est que au fond, cette alliance avec l'Union soviétique, les Français et les Britanniques n'y mettent même pas les formes. Je veux dire, les négociateurs nommés, notamment du côté britannique, sont des seconds couteaux. C'est pas du tout les chefs prestigieux. Ils arrivent en bateau, donc le trajet prend un temps infini. Et puis surtout, l'élément fondamental, c'est que, au fond, accepter une alliance avec la France et le Royaume-Uni signifiait pour Staline la guerre, ce dont il ne voulait pas à l'époque, alors que un accord avec l'Allemagne garantissait la paie et de solides dividendes, notamment en Pologne. Est-ce qu'il faut revoir, ce sera ma dernière question, est-ce qu'il faut revoir notre perception de la politique anglaise vis-à-vis du Reich au moment de l'embrasement? On voit d'ailleurs dans le film sur Churchill les heures sombres que des Anglais dans les plus hautes sphères veulent continuer de négocier avec Hitler. Oui, vous avez incontestablement un camp de la paix, et l'un des meneurs de ce camp de la paix est bien entendu Halifax, le ministre des Affaires étrangères. Donc vous allez avoir incontestablement un désir de paix. Là, de ce point de vue, les grands hommes font parfois l'histoire, et c'est bien évidemment grâce à Churchill que le camp de la guerre l'emporte, bien heureusement. Bien heureusement, parce que cette politique menée jusque-lors était véritablement une politique d'aveuglement. Vous avez le choix entre le déshonneur et la guerre, vous avez choisi le déshonneur, vous aurez la guerre. Churchill, histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, paru chez Perrin. Merci beaucoup Olivier Viavorka d'être venu à notre micro, et on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'émission qui va être consacrée à une question de sémantique. La Seconde Guerre mondiale a-t-elle eu lieu? Merci beaucoup chers auditeurs pour votre fidélité, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.